Bonjour, vous venez de voir la vidéo 1 de l'effet vial. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de commencer par cette première vidéo qui pose les bases. Voici maintenant la partie 2 qui démontre les effets mécaniques. Comme l'autre diaporama, il est construit sur le même principe. Toutes les diapos sont numérotées en haut à gauche. Ainsi, nous aurons un repère en commun pour discuter soit sur le forum, soit à mon adresse. Sur ces vidéos, je ne resterai qu'une voix, car mon image n'apportera rien de plus à la compréhension de cette théorie. Dans la partie 1, nous avons vu qu'une sphère représentative abstraite d'une masse grossit avec le temps, grâce à la rétraction d'une corde spatiale dans ce même temps, à l'intérieur d'une bulle constante, de telle sorte que le produit de ces dimensions soit constant. Bien sûr, tout ceci est une représentation abstraite d'une masse quelconque. Les conséquences sont que la flèche du temps prend deux directions, une dans le positif définissant l'univers 1 et une dans le négatif définissant l'univers 2. Donc, pour toute masse volumique, on définit une masse énergétique qui peut être modifiée par l'action d'une énergie extérieure, qui agit sur la rétraction de la corde spatiale. Il y aura une répercussion sur la flèche du temps de l'environnement de la masse et on peut détecter ainsi soit un retard, soit une avance. Comme il y a une symétrie des univers, mais cette symétrie est décalée dans les temps négatifs, de telle sorte qu'elle débute à une origine où le temps et le volume énergétique sont identiques à zéro. Par contre, l'univers dans lequel nous évoluons est dans des temps positifs, donc nous étudierons pour le moment uniquement l'univers 1. Si on prend la flèche du temps depuis la création de l'univers, l'origine de la flèche est le Big Bang. Mais depuis, l'univers est en expansion, et cette expansion est provoquée aussi par l'expansion de toutes les sphères, de toutes les particules qui composent l'univers. Or, nous avons vu qu'une énergie extérieure modifie l'expansion d'une sphère énergétique. Mathématiquement, cela perturbe le temps, et physiquement, cela modifie le poids d'une masse. Les questions qui se posent sont: comment prendre en compte cette distorsion temporelle? Comment prendre en compte et quantifier cette variation de poids? Et comment agissent les interactions de toutes les sphères, de toutes les masses? Une sphère énergétique d'une masse peut être formée d'un ensemble de sous-éléments constitués de sphères séparées, mais appartenant à la même masse, un peu comme des sphères gigognes. Tout dépend quel système on va considérer. Si on considère le système solaire complet, il est constitué de plusieurs planètes qui sont englobées dans la sphère système solaire. Si on considère la Terre, à sa surface, elle contient toutes les petites masses qui la constituent. Si je considère un avion ou un réacteur d'avion, il englobe toutes les pièces le constituant, etc., etc. Mais si je considère l'avion posé sur la Terre, cela peut être une seule sphère, mais si je considère l'atmosphère, mais cela peut être aussi deux sphères séparées, si je considère la sphère de l'avion qui rentre en interaction avec la sphère de la Terre. Ainsi, on étudiera toujours l'interaction qu'entre deux sphères. Nous pouvons considérer deux sphères de volume identique, mais si une sphère modifie son état futur par l'action d'une énergie extérieure, nous devrions observer cette modification par une interaction entre les deux sphères, en comparant les volumes entre ce qui aurait dû être et ce qui est réellement. Résumons. Première étape, qui est l'origine quel que soit le temps, et une deuxième étape, qui est la modification énergétique due à l'action de l'énergie extérieure. Donc nous intervenons sur deux sphères identiques en volume à l'origine, mais il faudra des références connues. Puisque nous sommes sur la Terre, nous prendrons la sphère énergétique 1 d'une dimension égale au rayon de la Terre à l'endroit où on se situe. Cela donnera un temps cosmologique T0 de Terre, dont la méthode de calcul se trouve dans l'annexe 10 de ce document.
On considère que c'est un temps déjà vécu. Ensuite, on définit la sphère énergétique 2, qui est celle d'une masse qui n'a pas encore subi de modification énergétique, donc dont le volume est égal à celui de la Terre. Il est évident que ce temps T0 petit m n'a pas été vécu, mais ce sera un temps à vivre par la masse s'il n'y a aucune modification énergétique extérieure sur cette masse. Maintenant, l'origine est parfaitement posée. La sphère 2 va subir une énergie extérieure, donc son volume va changer. Normalement, avant d'enlever une énergie, il faut qu'elle l'ait déjà reçue, cette énergie. Donc, avant de dégonfler, la sphère 2 va d'abord gonfler. Ensuite, deux cas peuvent être possibles. Soit les sphères vont se croiser, soit les sphères vont rester tangentes. Mais elles vont se repousser, et dans ce cas, il y a un déplacement des centres de sphères. À cette étape, il faut choisir un cas. J'ai choisi le cas du croisement des sphères car c'est le plus visible concrètement. Cependant, dans la théorie, il y a une démonstration bien plus tard qui prouve que c'est la deuxième solution qui se passe en réalité. Le déplacement des centres des sphères par rapport au centre de gravité des masses. Cela ne change rien sur les équations qui vont suivre. Cela aura juste une action pour la détermination des forces de réaction. Reprenons ce croisement de sphères. Même si c'est l'autre cas qui se produit, ce n'est pas grave. Le déroulement de l'explication est identique. Essayons de procéder par étapes successives. On a la sphère Terre et la sphère de la masse qui sont égales en volume et tangentes en un point. En sphère énergétique, cela donne un rayon de la Terre, R de T, avec un temps T0 de T, égal au rayon de la masse, R de M, à un temps T0 de M. Mais les deux temps origine sont différents. Au départ, juste avant d'appliquer une énergie extérieure, les sphères sont égales. Dès que l'énergie extérieure est appliquée à la masse petit m, nous avons une modification du grossissement de la sphère petit m qui grossit d'un delta R selon un temps delta T. Le rapport de ces deux valeurs seront représentatives de l'énergie extérieure. Les sphères sont abstraites, donc on ne peut pas mesurer ce nouveau rayon de la sphère modifiée, mais on peut mesurer les temps. Donc on peut écrire une relation temporelle pour la Terre et une pour la masse. Le seul élément commun est en fait le delta T. Le T indice petit n, c'est le temps résultant. Nous pouvons écrire ces relations temporelles différemment. On prendra la relation temporelle en fait la plus arrangeante pour les résolutions mathématiques des développements limités. Ça, il faut voir le mémorandum. Étant donné que nous avons des écarts temporels très grands, la Terre, le T0 est égal à 380 secondes, et une masse de 1 kg, le T0 est de l'ordre de 10 puissance 15 secondes. Il faut tenir compte des conditions relativistes de vitesse. Et le génie de Richard Vial est de poser une hypothèse sur la condition relativiste. Et cette hypothèse est vérifiée dans le mémo. Avec ce que nous avons appris au chapitre 1, on peut maintenant quantifier cette vitesse énergétique, c'est delta R sur delta T. Ce rapport impose une loi d'application de l'énergie sous une loi en racine carrée, si nous voulons revenir dans l'ancienne origine. Mais si l'on ne respecte pas cette loi, cela ne modifiera en fait que l'origine, c'est tout. La question qui se pose, c'est comment se comportera les conséquences de cette énergie extérieure? Uniquement par m de d. La masse énergétique n'est fonction que de la corde spatiale. Donc une action uniquement sur ce d relativiste de t suffira pour modifier la masse énergétique. On va maintenant écrire cette masse énergétique. L'explication pour y arriver est dans le mémorandum. Ce ne sont que des résolutions mathématiques. Si on applique une énergie extérieure selon une loi en racine carrée,
on trouve une masse énergétique qui est une masse gravitationnelle. Ceci est démontré avec les énergies cinétiques. Elle est fonction de la condition relativiste, sous une forme différente de celle d'Einstein, voir dans le mémorandum pourquoi, mais aussi d'un coefficient alpha. Ce coefficient alpha, qui est de l'accélération, est une fonction de x. Faisons une brève explication de ce paramètre. Quand une masse modifie son état énergétique précédent, sa sphère associée subit une accélération pour passer d'un volume qu'elle devrait avoir à un autre volume, beaucoup plus gros. Il y a donc une modification de vitesse, et la nouvelle sphère aura une vitesse cible appelée V indice max. Plus le temps d'accélération sera court, et plus l'énergie appliquée sera élevée. Ce temps, je l'ai appelé taux accélération. Ensuite, il reste K. K est une constante de lieu calculée avec les coordonnées géographiques. Pour ça, voir le mémorandum. Quand cette vitesse cible est atteinte, cela veut dire que l'énergie extérieure est absorbée par la sphère énergétique de la masse. Donc, on change de phase. Il n'y aura plus d'énergie. Donc, l'accélération est nulle et la vitesse devient constante. Si nous voulons faire à nouveau une action extérieure, il faut translater l'origine, c'est-à-dire que cet état présentement redevient une référence, et les sphères se retrouvent tangentes et égales en volume. Mais la masse énergétique conserve l'énergie qu'elle a absorbée en phase 1. Je rappelle que nous n'observons que les variations d'état, passé, présent et futur. Cette déduction donne une explication à l'expérience relation masse-énergie. Donc, cette énergie de la phase 1 doit être restituée. La restitution est un peu plus complexe. Elle est fonction de l'état initial. Soit il est connu, soit il ne l'est pas. Et nous traitons un cas général. Dans la même démarche que pour l'accélération, on trouve une masse énergétique qui, là, est une masse inertielle, dont l'écriture est fonction du cas que nous venons de parler. Ici aussi, cette masse sera fonction de la condition relativiste, mais aussi de alpha, qui est différent du alpha accélération, mais fonction aussi du paramètre x, à part que nous avons un taux de décélération. Revenons sur ce paramètre x. 1 pour l'accélération, fonction d'un temps pour l'application de l'énergie extérieure, et 1 pour la décélération, qui sera fonction d'un temps de restitution énergétique. Nous avons vu que K est une constante de lieu. Ensuite, il y a la masse, m0, qui est la masse volumique d'un objet, c'est-à-dire la quantité de matière. Les taux définissent la puissance énergétique extérieure à insérer ou à extraire. Ensuite, le Vmax. J'ai dit que c'était une vitesse cible, mais tout est relatif. Faisons attention au vocabulaire. Richard Vial a construit une expérience pour montrer la masse négative avec une balance et un disque de masse m0 qui était soit accéléré, soit décéléré. Il a assimilé cette vitesse de rotation du disque à la vitesse cible à atteindre. Mais pour les tubes que j'ai chauffés puis refroidis, la vitesse cible pourrait être la température à laquelle j'ai chauffé les tubes, ou la vitesse de refroidissement, qui montre une courbe de pesée différente en fonction de la vitesse de refroidissement, lente ou rapide, tout comme le pliage des tubes qui montre une pesée différente en fonction de la vitesse de pliage. Il est évident que pour la balance de Richard Vial, nous avons beaucoup plus d'éléments contrôlables et surtout quantifiables. Si on accélère le disque en passant par une électronique qui pilote l'accélération pour avoir une vitesse en racine carrée, nous aurons un contrôle sur la masse négative créée. C'est pour cela que la balance de Richard fonctionne toujours et que d'autres répliques ne fonctionnent plus. Allez voir ces documents. Il est
important de garder la philosophie que nous avons vue dans la première vidéo à la diapo 2. À l'accélération, c'est une masse énergétique gravitationnelle qui sera inférieure à la masse volumique m0 à cause du alpha accélération. Que ce soit pour l'accélération ou la décélération, x n'est fonction que de paramètres positifs, donc x est forcément positif. Donc le domaine de définition de la courbe rouge, qui représente alpha accélération en fonction de x, sera supérieur à 0. C'est identique pour la décélération qui est en courbe bleue, mais nous avons un décalage de courbe. Ce décalage crée un effet mémoire. C'est la raison pour laquelle la balance de Richard-Vial a 2 points d'équilibre, en fait 3 si on compte l'équilibre à 0. Maintenant, avec ces courbes, on peut voir que alpha peut descendre indéfiniment, donc on pourrait atteindre l'antigravitation. Or, ce n'est pas le cas. Il y a donc encore beaucoup à découvrir avec cette théorie. Je rappelle que cette théorie n'est pas figée, elle reste ouverte et ouvre la porte à l'imaginaire, tout en ayant à l'esprit la sortie de la relativité générale. Nous pourrions donc très bien envisager l'antigravitation. Cependant, cela ne marche pas ainsi, à cause du décalage des centres des sphères énergétiques, qui induit une force de rappel des centres. Cette force est le début de l'antigravitation, mais elle doit avoir une position particulière par rapport au centre de gravité des masses, la Terre et la masse. Ceci demande une forte concentration d'imagination. Cela serait une des applications de cette théorie, donc ce n'est pas développé dans le mémorandum. Il faut lui consacrer beaucoup plus de temps et surtout des vérifications par l'expérimentation. Jusqu'à maintenant, nous étions sur un contrôle de vitesse de l'énergie avec une loi en racine carrée. Mais il y a le cas où cette vitesse n'est pas contrôlée. C'est le cas que nous développerons dans la partie 3, avec le raisonnement sur l'atome. En fait, cela ne change pas grand-chose dans le phénomène. On a toujours l'apparition de la masse négative. Ce qui change, ce n'est que l'effet mémoire. Tout comme on remarque une modification de la pesée sur les tubes, cette modification de poids dure dans le temps. J'ai gardé cette même différence de poids 2 ans après les expériences. Il en est de même pour l'expérience thermique. Une balance type celle de Richard-Vial, si elle est accélérée en vitesse quelconque, elle va se charger en masse négative cumulative et arrivera à un moment où il n'y aura plus d'effet. C'est ce qui a été remarqué par l'expérimentation et elle ne fonctionnera plus. Arrive maintenant un bilan provisoire de cette théorie avec la physique actuelle qui explique, par exemple, la courbure de la lumière avec la relativité générale. Mais cette courbure peut être expliquée avec cette théorie en sortant de la relativité générale. Je vous propose de voir les explications dans la synthèse du mémo chapitre 2. Pour pouvoir sortir de la relativité générale, il faut prouver que le rapport masse inertielle sur masse gravitationnelle est différent de 1. Pour le moment, cela n'a jamais été mesuré, car sur Terre, on ne peut pas avoir une précision en dessous de 12 décimales. Mais il y a des doutes sur la 12e décimale. Un physicien vous dira qu'il est impossible de calculer ce rapport, sauf si on accepte la théorie de l'effet Vial, car les deux masses sont distinctes. Je rappelle que le CNES a financé à 90% une expérience spatiale à 711 km d'altitude pour mesurer ce rapport avec une précision plus grande. Normalement, il devrait détecter les 3 décimales 6, 2 et 5, ou 6, 2 et 6. Je me suis permis de leur envoyer ce calcul théorique, mais je n'ai jamais reçu de réponse de leur part. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je m'en doute un petit peu. Vous comprendrez bien que le prix d'une balance comme celle de Richard-Vial ou d'une réplique d'une autre personne, ou bien la mienne, si cela démontre que ce rapport est différent de 1, il faut revoir toute la physique à partir de la relativité générale vers 1915. Cela pourrait être très mal perçu, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, cela a été une remarque lors d'une conférence. Une étudiante en 3e année de mesures physiques me dit « Mais cela bouscule tous les acquis. Sincèrement, que feriez-vous à ma place ?» Bien sûr, comme dans la première vidéo, je remercie toutes les personnes ayant prêté leur image pour la conception de ce diaporama. Je rappelle qu'il est interdit de faire commerce avec cette théorie. Elle est en open source, sous licence CC BY NC SA, et reste accessible à toute personne. Si vous trouvez un manquement à ce principe, je vous demande de me contacter expressément. Cette théorie doit rester la propriété de l'humanité. Merci pour votre participation.